Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va aborder l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique, fondamentale et sentiment. D'une certaine manière, on peut dire que les fondamentaux sont plutôt bons en ce moment. On s'attend à un bon CPI probablement le 13 février pour le mois de janvier. En tout cas, c'est ce que nous donnent les forecasts. Certes, on a eu effectivement court terme, on va dire une information de Powell comme quoi probablement il ne baisserait pas les taux en mars, mais on a vu que c'était à mettre entre parenthèses, et ça c'était sur la vidéo d'hier. Donc voilà, analyse globalement sur des bons fondamentaux, on va dire ça comme ça, et puis on va élaborer quelques scénarios haussiers avec leur éventualité tout simplement, et quels sont les signaux qui pourront éventuellement nous dire que eh bien on repasse haussier sur Bitcoin, et bien évidemment, on va rester dans le biais relativement habituel, c'est-à-dire plutôt une correction jusqu'en mars, mais on va ici élaborer quel est l'endroit où finalement il va falloir changer de biais, hein. Ça va être le propos de cette vidéo. Allez, intro. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. Pour le moment, le scénario initial, hein, c'est une longue descente jusqu'aux 32 000 $, et ce jusqu'en mars. Cela dit, on l'a vu dans la vidéo d'hier, on a quand même des bons fondamentaux sur le papier. Un des signaux, ce sera bien évidemment la réintégration de cette daily, si jamais on y va, et donc ça devra se faire sur une time frame daily, une bougie entière au-dessus de ce niveau. Si jamais on veut chercher du niveau 1, enfin des choses un petit peu plus early, la cassure de ce niveau ici en daily pourrait éventuellement nous donner, c'est-à-dire finalement une clôture aujourd'hui au-delà de ce niveau, toute une bougie entière. Vous voyez qu'ici, je l'ai vraiment mis au maximum du maximum. Toute une bougie entière au-delà de ce niveau pourrait être un pré-signal. Et puis, bien sûr, cette 4 heures au-dessus, qui peut éventuellement nous donner le signal qu'effectivement la daily va être réattaquée et peut-être pétée. C'est les deux seules choses que je vois. Vous voyez ici le 4 heures ici, qui finalement pourrait nous donner l'info, si jamais il est clôturé ici, qu'on est en train de passer au travers finalement de cette résistance. Les deux supports plus bas, eh bien on a 42 ici, hein, un niveau 1 heure qui est relativement intéressant. Derrière en dessous on a un 15 minutes à 41,3. Et on va dire le support ultime, le seul endroit où le prix peut continuer à être haussier si jamais on revenait le chercher, sous une forme de double bottom, hein, un petit peu comme ceci, les 39,5, où on voit bien également qu'il y a un support 1 heure. Pour le moment, on voit quand même qu'on perd cette accumulation ici, hein, vous le voyez, on avait une jolie trend ici, elle est actuellement retestée. La regagner est également potentiellement un signal intéressant. Mais vous voyez qu'on est sur cette zone où finalement on a des possibilités dans un sens un petit peu comme dans l'autre. Ce qu'on peut dire également, c'est que pour le moment, on va dire que cette tendance haussière là n'est pas entamée. On aura vraiment un changement de structure, tout simplement si jamais on vient attaquer, je dirais, le plus bas, c'est celui-ci. Voilà, attaquer les 41,2. Et pour le moment également, on ne perd pas la distribution qui est celle-ci. Donc globalement, on a quoi? On a tout simplement un prix qui compresse entre ça et ça, donc un triangle. Vous pourrez toujours trouver un triangle de compression, hein, sur BTC. Là, ce qui est relativement intéressant, on va dire, c'est que il est à peu près dans sa TF, c'est-à-dire le 4 heures. On n'a pas une TF minime et une TF, on va dire, maximale au-dessus. Assez souvent, quand on a une compression comme ça, en tout cas Bitcoin aime bien faire ça, eh bien ça se termine derrière par un range. Donc est-ce que les 42 pourraient tenir pendant un petit moment? C'est possible, en tout cas ils nous ont montré ici la volonté de au moins tenir le niveau. Pour le moment, on est toujours en distribution, d'accord, sur de la plus petite TF, hein, ici, le 1 heure globalement, donc on s'attend peut-être à revenir réattaquer ça, mais dans cette compression, on aura également, bien évidemment, un signal un peu plus early de tout ce qu'il pourrait se passer. Voilà pour l'analyse jusqu'aux 4 heures, on va dire, sur BTC. On va aller voir donc du coup iBit, on l'a déjà pas mal regardé hier, donc c'est bon. On va aller voir Ether contre Bitcoin en 4 heures. Pour le moment, c'est pareil, on va avoir une forme de compression ici. Donc Ethereum contre Bitcoin, c'est soit on vient faire la cassure de la structure ici, soit on vient faire une continuation baissière ici. Pour le moment, la trend qui est là est très puissante puisqu'elle date depuis 2016, mais on a déjà fait également cette analyse hier, donc on ne va pas se répéter
En ce qui concerne Ether sur le daily, pour le moment il tient à peu près cette trend, il tient à peu près également l'accumulation qui est en dessous, compression également, hein, vous la voyez ici. Si on arrive à casser plus ou moins la trend de distribution, qu'on va mettre quelque part comme ça, on va essayer de l'aligner un petit peu mieux. Voilà, quelque part comme ceci, si on arrive à casser cette distribution-là, c'est déjà un signal éventuellement qu'on peut revisiter, on va dire, les niveaux supérieurs. Celui-ci est perdu, celui-ci en daily n'a été cassé ou pas? Oui, tout à fait, donc on peut également enlever celui-là. Et voilà, le signal, on va dire, daily sur Ethereum, c'est si jamais on arrive à casser ce qui est là-haut. Pour moi, plus de chances quand même éventuellement de revenir au 2150, en tout cas c'est le trade dans lequel je suis. Maintenant, bien évidemment, la question en fait finalement, elle se porte sur est-ce qu'on fait une ABC là, ou alors est-ce que l'ABC est déjà terminé ici, la correction est terminée, on repart pour une tendance qui viendrait à casser ce top là. Plutôt quand même dans l'idée éventuelle de faire ça, et après on verra. C'est-à-dire, si vraiment on casse ça, vous comprenez qu'on a une structure de retournement ici en épaule, tête-épaule, ça nous emmènerait probablement un petit peu plus bas. Si jamais on arrive à tenir ça, et bien à ce moment-là, on tient globalement tout le mouvement. Je verrais bien une mèche assez rapide ici, hein, donc sans réellement perdre la trend hein, sur sa time frame, une mèche assez rapide pour éventuellement venir là. Maintenant, ça se reprend pas mal, ça tient pour le moment l'accumulation. On va voir, la question étant, encore une fois, tout simplement, est-ce qu'on a terminé plus ou moins cette correction sur Ether, ou alors est-ce qu'on va plus haut? Sur le total 3 contre BTC, pas grand-chose de nouveau également. C'est-à-dire que finalement, même analyse qu'hier, hein, on est ici sur une tendance baissière, comme ceci. D'accord. Pour le moment, compression également, on va dire ça comme ça. Derrière, on a eu le point bas qui était ici. C'était un beau support également. Question étant, est-ce qu'on a terminé ici dans cette flat la correction globale, c'est-à-dire est-ce qu'on vient attaquer les plus hauts ici, ou alors tout simplement, est-ce qu'on continue dans cette distribution-là? Pour le moment, on n'a pas d'informations ni dans un sens ni dans l'autre, on va dire ça comme ça. La structure reste baissière. Possibilité ici qu'on ait fait un lower high, c'est-à-dire qu'on vienne attaquer ce point-là, et cassure de la structure. Malheureusement, il va falloir attendre qu'on vienne chercher ces points-là pour avoir une vraie structure de retournement. On va voir ici ce que ça dit. Et donc voilà, de ce côté-là, bon, pour le moment, on considère que cette correction est finie. Considère que cette correction est finie ici en C, mais tout à fait possible de venir chercher le niveau inférieur qui se trouverait à peu près sur cette zone-là, hein, 311 milliards. Voilà, pour le moment ça temporise, et encore une fois, on va du coup passer sur les fondamentaux assez vite. Les fondamentaux sont plutôt bons, hein, on l'a dit hier notamment. Enfin, ce qu'on peut voir dans les fondamentaux à venir, c'est un bon CPI probablement hein, pour le 13 février, c'est-à-dire une descente de l'inflation, on est à 3,4, on descendrait probablement autour des 3%. Pas forcément sur l'inflation de demande, celle sur laquelle agit la Fed, où là, sur le corps CPI, on passerait de 3,90 à 3,80, c'est pas énorme en termes de diminution, mais par contre, une belle correction des commodities qui pourrait nous aider tout simplement à faire plomber un petit peu l'inflation. On va voir ici quel sera le CPI dans 12 jours, mais pour moi, je pense que il est plutôt bon. Le deuxième bon fondamental, c'est que finalement, les inflows dans l'ETF arrivent à couvrir les sorties de Grayscale. Et ça, c'est relativement intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent qui rentre sur les ETF. C'est pas énorme, mais il y a quand même de l'argent qui rentre. La deuxième chose également, c'est que ici, vous le voyez, il y a eu un accord visiblement entre Genesis et la SEC pour ne pas faire de poursuite sur Genesis. Genesis appartient à Digital Currency Group et Grayscale appartient également à Digital Currency Group. Donc on peut se demander s'il n'y a pas eu un accord BlackRock, là j'ai mis BlackRock, mais globalement, on va dire la TradFi, la finance traditionnelle, hein, Wall Street, globalement, entre Wall Street, la SEC et Grayscale, pour que BTC garde des frais assez aberrants, hein, 1,5%, et c'est du coup ça serait éventuellement la raison pour laquelle les frais de Grayscale sont aussi importants. Ce qui est relativement pas normal dans un marché concurrentiel, vous essayez tout simplement de rester concurrentiel, et là on a des frais à 1,5 en ce qui concerne Grayscale, peut-être pour justement privilégier cet accord entre la SEC et Genesis. 84% des investisseurs qui prédisent ça, c'était un sondage sur BitGet je crois, qui prédisent qu'on va faire un nouvel ATH.
Derrière, on a les 6 premières blockchains en termes de frais de transaction. Et là, je voulais juste mettre le doigt sur deux choses que j'aime relativement, enfin deux altcoins desquelles je trouve elles ont un excellent rapport, on va dire, market cap sur TVL. C'est Tron, hein, finalement, que personne n'aime. Hein. Tron, c'est vraiment le mal aimé. Mais en revanche, quand vous regardez, il y a vraiment de la valeur quoi sur cette blockchain, c'est ça que je veux dire. Regardez notamment le nombre de transactions que vous faites en TRC20 de toute façon, et puis Avalanche sur lequel personnellement je pense qu'il y a pas mal d'upside à venir. Solana bien sûr, Solana on en a parlé aussi. On a un très gros volume qui est en raison des petits Ponzi qui se créent sur Solana actuellement parce que les frais de transaction sont vraiment faibles et qu'il est relativement facile de lancer un petit Ponzi. Donc du coup, en ce moment, il a un petit peu le vent en poupe par rapport à ça, mais Solana, on l'a dit déjà aussi également, ça bénéficie quelque part à Solana. J'en profite pour vous dire également de ne pas hésiter à aller voir tous les liens en description où vous avez finalement lien d'affiliation BitGet, voilà, toutes ces choses-là, et que bien sûr tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc c'est important. J'ai eu des informations un petit peu sur, puisqu'on a financé une opération en entier, hein, grâce aux 12 000 € de dons de l'année dernière. J'ai eu des informations un petit peu sur l'enfant, etc. Je pense que d'ici quelques jours, je pourrai vous en dire plus. Pas grand-chose sur le Wall Street Journal. On va passer là-dessus. Tokenisation au Salvador, on passe aussi. Hong Kong. Alors Hong Kong, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Bybit, je crois, vient de faire une application à Hong Kong. Je pense qu'il serait, a priori, peut-être le custodial, puisque Bybit, c'est le pendant, on va dire que c'est un petit peu le Coinbase asiatique. Il serait peut-être le custodial pour les ETF spot de Hong Kong qui sont actuellement en train de probablement être en train d'être votés et de passer. FTX, visiblement le hack, vous vous rappelez, au lendemain de FTX, il y avait eu un hack dessus qui aurait été ici résolu, et ça serait visiblement 3 employés de FTX qui auraient fait du SIM swap. À voir ici. Personnellement, moi je pense sincèrement que SBF est impliqué. Maintenant, on a ici Powell, Ron et Hernandez qui seraient probablement les 3 personnes qui ont finalement, on va dire, fait ce hack. On va voir ici, même chose, hein, si effectivement il était impliqué, notre ami. Peter Schiff, qui est plus ou moins un gold maximaliste, qui nous dit que il est très probable que la Fed fasse une coupe des taux en mars. Donc ça c'est intéressant également. Bon, Peter Schiff, c'est un anti-Bitcoin en total, pas forcément le meilleur signal non plus, mais bon. Et on a eu pas mal de earnings hier, notamment Meta qui a posté des plutôt bons earnings, je pense au travers de l'expansion notamment de Instagram. Et en l'occurrence ici, donc Meta a fait un joli bond, hein, l'action elle a fait un plus 13. Et d'autre part, on a eu également Alphabet, donc Google, qui est à peu près dans ses clous. Et on a eu bien sûr Amazon qui pour le coup est dans ses clous également, voire légèrement au-dessus. J'ai pas regardé ce qu'ont fait les actions depuis, j'ai surtout regardé Meta, mais globalement on va dire que les earnings de la tech sont plutôt bons donc ça rajoute encore une fois dans l'idée des fondamentaux qui sont plutôt bons également. Probablement un bon CPI, bref. Il est possible que le soft landing se fasse quelque part. En tout cas, pour le moment, on n'a pas réellement d'informations qui nous diraient que très certainement, on se dirige vers une crise. Attention, parce que on a quand même des infos au niveau bancaire qui vont pas super bien, notamment au travers de New York Community Bank Corporation, quelque chose comme ça, NYBC. Qui a perdu 40% de sa valeur, et d'autres banques qui sont un petit peu dans le mal en ce moment, peut-être une crise bancaire 2.0, mais on avait vu que Powell avait plus ou moins, on va dire, éteint ce feu-là en mars dernier, donc on va voir si c'est à nouveau le cas cette fois-ci.
Il n'y a pas de bank run pour le moment en tout cas. Derrière les liquidations, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur cette vidéo, c'est très important par rapport au temps passé, toutes ces choses-là. C'est la juste rétribution finalement du contenu qui est totalement gratuit. 92 millions de liquidations hier, on a liquidé à peu près 39 millions, un gros tiers sur Bitcoin et Ethereum, donc les mouvements sont plutôt faits sur les altcoins. On a liquidé plutôt du short sur Solana. Jup qui a fait son entrée, Pith suit. Donc globalement les nouveaux, à peu près c'est pas mal de nouveaux qui viennent ici, on va dire, prendre damer le pion des liquidations. Carnet d'ordre, alors... On est là sur les perps, mais globalement c'est à peu près la même chose, hein. C'est pas tellement grave entre perps et globalement les perps sont censés suivre de toute façon le spot d'une certaine manière. Et puis je trouve que c'est plus cohérent au niveau des perps en ce moment. Alors, on avait des gros ordres d'achat ici qui se sont finalement ravisés, vous le voyez depuis la montée. On a pas mal d'ordres de vente ici. Maintenant on voit qu'il y en a pas mal qui disparaissent également. Gros ordres de vente, ça serait plutôt au-dessus sur la zone des 44, 44,5. Quand je regarde les marchés en levier et le funding, comment a évolué le funding par rapport au marché en levier? Globalement ici, j'ai une augmentation du prix, augmentation du funding, augmentation de l'open interest, augmentation du funding. Demande au spot qui est plutôt bonne et plutôt sur la montée. Donc là, on va dire qu'on enclenche quand même une partie de longue, c'est pour ça qu'on avait mis ce point là. Maintenant, ça va dans le ça va dans le même sens, tout va dans le même sens, donc on n'a pas d'anomalie de ce côté-là. Là où j'ai un petit peu une anomalie, c'est par rapport à cette montée et où en fait j'ai encore de l'open interest qui monte et j'ai du funding qui descend. Ça voulait dire qu'on était shorté sur ce point-là et vous voyez qu'on est venu nettoyer ces shorts. Derrière, tout se remet à peu près dans le même sens. On voit quand même une perte du nombre de contrats ici sur la montée. Théoriquement, on aurait dû avoir un funding qui monte, mais il descend. Globalement, on peut dire que c'est de la liquidation de short là qui se fait, et puis de la prise de profit de longue, sur tout ce point-là. Derrière, on est à combien en funding? 119, c'est pas énorme. Et puis derrière, finalement, j'ai une structure qui va à peu près. Alors, augmentation de l'open interest ici, malgré le fait que ça baisse, le funding baisse, c'est plutôt normal. Et sur le dip qui est là, on va dire que je suis plutôt longué. Globalement, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un peu de longue en bas ici. Sinon, rien de bien méchant. Et on va sauver ça. Pour le moment, aucun des niveaux substantiels qu'on avait mis hier, c'est-à-dire en bas, ici et en haut, puisqu'on n'avait pas d'anomalie substantielle, aucun des deux n'a été pris. Demande au spot où ça achète pas mal market, mais vous voyez ici que ça a bien vendu également market sur notamment cette zone-là. On va voir ici, pour le moment en tout cas, pas grand chose en liquidité à sortir de tout ça. On va aller voir les bulles de liquidité sur iBlock. On est à l'équilibrium, c'est-à-dire autant de short que de long à liquider. Dans la valeur à liquider sur les 5 derniers jours, il y a exactement la même chose à peu près sur les deux. On est à la bonne heure, oui, 8h05 c'est bon, il est 9h, 8h05 UTC. Ici également, même chose sur Ethereum, on est à l'équilibrium. Donc on est là vraiment sur un point pivot, vous l'aurez compris. Également sur la 7 jours en termes de liquidation à prendre, peut-être sur Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose à venir prendre en bas, sous les 41,5 globalement, et peut-être potentiellement, on va dire le point chaud il est jusqu'à 41,2, et on a encore de la valeur jusqu'à à peu près 40 000, et en haut, le fait qu'on ait traîné ici un petit peu sur cette zone, nous emmène peut-être à quelque chose à venir chercher autour des 44. Ethereum, même chose, grosse liquidité autour des 2002 globalement, et puis on est en train au fur et à mesure de prendre du short au-dessus. Le coin screener, on va pas le regarder aujourd'hui, on va aller sur le prix et faire la conclusion de cette vidéo. Alors, d'une certaine manière, on va descendre en TF. D'une certaine manière, on sait qu'on a désormais enclenché quand même de la liquidité finalement là-dessous. D'accord, donc là, il y en a. Ici, il y en a. Et on sait également qu'il y en a à peu près jusqu'à 44 et peut-être un petit peu plus ici. Voilà les deux endroits où il y a de la liquidité à venir prendre éventuellement. Ici, on a une globalement belle défense, on va dire, des longues. Et également, on avait du short à liquider. Vous l'avez vu sur l'open interest. Quand on est monté là-dedans, ça a quand même pas mal liquidé du short. Donc, pour le moment, on va dire qu'on est à peu près sur un endroit où ça pourrait avoir du sens de partir dans les deux sens. C'est-à-dire commencer à ranger là-dedans.
En intraday, c'est quelque chose qui peut éventuellement se jouer. En tout cas, à minima, si on venait chercher un peu de liquidité ici au-dessus de ce point-là, par exemple, hein, on avait dit hier qu'il y avait beaucoup de liquidité là, puisqu'on a eu 4 tops dans la zone. Donc ça a laissé du temps aux shorts de rentrer. Donc peut-être ici une déviation en haut, et puis ensuite on redescend. Peut-être qu'on se maintient un petit peu. On fait du coup la déviation en bas. Et là, on aura nettoyé la one week de toutes ces liquidités. Ça serait vraiment quelque chose de plausible. Cela dit, donc finalement que cette compression se termine en range, vous êtes d'accord avec moi? Ici on casse en haut, on casse en bas, voilà. Ça c'est vraiment une possibilité qui existe. Regagner ici la daily et venir vraiment chercher de la liquidité plus au-dessus dépendra de à quel point on est shorté en fait quand on revient prendre ce top là. D'accord. Ici on a quand même beaucoup de contrats qui ont été fill. Alors est-ce qu'ils ont pris profit là-dedans? Oui, d'une certaine manière, on l'a vu sur l'Open Interest également, mais maintenant on est quand même ici, je trouve qu'on est sur une zone où, globalement, on va dire intraday, hein, on parle ici de quel est le sens de la journée, et pas quel est le sens du mois, et ben on peut globalement, éventuellement, aller dans les deux sens. Bien comprendre également ici quand même qu'on perd une trend. Si jamais le prix a un directionnel énormément vers le bas, il faudra comprendre que ça veut dire qu'en fait, on est probablement sur un retour ici tout en bas. Mais voilà, je jetterai pas le bébé avec l'eau du bain ici en disant que c'est nécessairement ce qui va arriver. On est sur un retest, on va voir si ce retest il rejette tout simplement. Si jamais il rejette, effectivement c'est à minima ici et peut-être le bas de la figure. À l'inverse, si jamais ce retest passe et qu'on casse la daily, on changera de biais pour éventuellement se dire, notamment dans les zones où je vous ai montré ici les deux signaux, les deux endroits qu'on pourrait éventuellement prendre, bon ben finalement on s'inscrit dans quelque chose qui est un peu plus qu'une prise de liquidité au-dessus de ce point-là, là où il y en a, mais qui va peut-être tout simplement s'inscrire dans la continuation de cette tendance haussière-là, hein, pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas de break de structure pour le moment, ni dans un sens en bas ici, comme ceci, ni dans un sens en haut ici, comme ceci. D'accord. Pour le moment, on ne peut pas être sûr que ceci est un higher low, donc un haut plus bas, puisque ceci n'a pas été attaqué, encore une fois. Et on ne peut pas non plus être sûr que ceci n'est pas un lower high sur la time frame inférieure, c'est-à-dire tout simplement le 1 heure. Donc on va attendre de voir le développement ici, mais en tout cas, vous avez ici tous les signaux sous les yeux. D'une certaine manière, si je descends ici sur les time frames, etc., on a ici ce petit retournement. Time frame, on voit que c'est un peu larvé comme montée. On voit éventuellement ce top là ici qui s'arrondit, qui irait plutôt dans le sens d'une correction. Donc voilà, excusez-moi. Désolé. Oui, donc du coup, d'habitude, bon, pour moi, le biais reste baissier, hein, à moyen terme, on va dire. D'habitude, j'ai plus un sens à donner pour la journée. Bah, là, aujourd'hui, sincèrement, j'attendrai du développement. Bon, il est 9h du mat. Bien comprendre également qu'aujourd'hui, on a quand même une info qui va sortir, à savoir, j'ai oublié d'en parler, le rapport NFP à 14h30. Ça veut dire qu'on aura le taux de chômage du mois de janvier. Quels sont les consensus ? Donc 14h30, c'est dans 6 heures. Quels sont les consensus 3,8 pour le chômage, donc légère augmentation du chômage. Bon, on voit que ça va à peu près dans le sens, effectivement, de ce qu'on avait eu sur le rapport ADP il y a 2 jours. Et on voit que ça va à peu près dans le sens de ce qu'on peut voir globalement. Consensus ici, par contre, en NFP, vous le voyez, non-farm payrolls qui serait à 180K, donc une diminution là-dessus. Donc très légère augmentation du taux de chômage. Globalement, et vous le voyez ici, diminution très légère également des hourly earnings, c'est-à-dire que l'augmentation des salaires se calmerait, ça serait plutôt une bonne chose, et c'est vraiment une data qu'il faut regarder, ça, pour moi. Donc voilà, si on est au consensus, en gros, c'est déjà dans les prix, et c'est bien. Sortir un taux de chômage à 4,2, ça serait pas génial. Si on est très légèrement au-dessus du consensus, je dirais que ça va. Si on est bien en dessous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, au sens où le marché de l'emploi resterait excessivement tendu.
Un marché de l'emploi qui resterait excessivement tendu va aussi un petit peu dans le sens d'un soft landing, à savoir le marché est fort, le marché du travail est fort, on n'est pas sur des taux de chômage énormes, mais ça va aussi quand même plutôt dans le sens de cette idée que Powell ne pivotera pas en mars, puisque avec un marché de l'emploi qui est fort, ça va lui donner toute latitude pour éventuellement garder des taux au plus longtemps. Donc on veut que ça soit au consensus, soit au-dessus. Être en dessous, ça serait pas nécessairement une très bonne nouvelle, en tout cas à mon sens, dans ma lecture des choses. En ce qui concerne encore une fois le sens de la journée, désolé, aujourd'hui j'ai pas de direction vraiment préférentielle sur la journée à vous donner, si ce n'est de dire que on pourrait éventuellement ranger dans cette zone et de dire qu'on voit qu'il y a peut-être un round top qui est en train de se créer ici, en tout cas un ralentissement sur les toutes petites TF. Voilà un peu l'idée de la journée, désolé de ne pas pouvoir en dire plus. Pour le moment, on verra comment on sort de cette compression, encore une fois. Et on reste sur un biais plutôt baissier, tant que les signaux que je vous ai montrés à la hausse ne sont pas cassés. Je trouve que les alts sont dans des très très belles configurations. Donc si jamais, enfin on a beaucoup d'alts, je trouve, qui sont dans des configurations assez chouettes, pour du long, hein, bien évidemment. Voilà, le problème étant que le biais est quand même plutôt baissier sur BTC à moyen terme. Donc si jamais on latéralise, justement, je pense que les alts peuvent très bien s'en sortir sur une latéralisation. Voilà, tant qu'on ne perd pas 40K et qu'on reste, on va dire, dans le range global qui va être de 40 à 44 hein, globalement en ce moment. C'est-à-dire tout simplement cette latéralisation-là, dans laquelle on est déjà depuis un certain moment. On a une petite déviation ici, donc on a nettoyé la liquidité qui est au-dessus, on a nettoyé la liquidité qui est au-dessous. On reste quand même peut-être ouvert à ce scénario que finalement un range est une structure de continuation, c'est-à-dire que finalement on va dire que c'est une latéralisation, une consolidation qui a des chances d'être terminée, hein. Donc sincèrement, le biais global est une descente au 32 d'ici mars, mais personnellement, je reste tout à fait ouvert à une éventuelle réintégration et continuation haussière de ceci. Globalement, l'information, je pense, se trouve à la fois dans le range, à la fois dans la reprise ici de cette daily, et à la fois éventuellement dans toutes les cassures qu'on peut voir sur cette zone-là, où dans ce cas-là, on va vraiment changer de biais et se dire finalement, le top est plutôt dans des time frames mensuels plus importantes, et à ce moment-là, si le top était dans des time frames mensuelles plus importantes, vous comprenez ici on n'arrive pas à passer la ligne saumon que vous voyez là. Ici, clôture, j'ai déjà expliqué ça hier dans la vidéo. Et l'endroit mensuel qui peut rejeter globalement un peu plus haut, il se trouve autour des 57, 58, d'accord? Donc on va pas s'asseoir sur ce trade si jamais il se présente. Voilà, biais plutôt baissier, possibilité de casser le top. Est-ce que le sell de news ETF est terminé ? Peut-être. Je ne pense pas, personnellement. Je pense qu'on a besoin de saigner jusqu'à mars. Maintenant, tout ce qui est, il faut rester ouvert à tout ce qui est bon CPI, effectivement, sur le mois de janvier. Et peut-être février sera un bon CPI également. Et puis, il faut rester ouvert également à cette idée qu'il y a également un trade qui concerne l'adoption des ETF. Et il est possible que la rotation BTC se calme. Quand je dis rotation BTC, je parle bien sûr de la rotation Grayscale vers ETF. Il est possible qu'elle se calme. Également, et ça je l'ai pas mal expliqué déjà, mais sur les ETF, les deals se font le soir, ils se font over the counter. C'est un ETF spot, mais globalement, c'est une création cash only, ça veut dire que à 22h chez nous en France, on fait finalement la moyenne des achats en valeur sur iBit et tous les autres ETF, et puis là on est obligé, on va dire BlackRock, etc., est obligé d'aller prendre l'argent des contribuants, leur asset under management, et d'aller les acheter sur du BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, les desks OTC ont du BTC qui a été acheté plus bas. Mais quand ces réserves de BTC achetées plus bas vont malheureusement, vont se tarir, heureusement ou malheureusement, eh bien à ce moment-là, ces OTC desks seront obligés d'acheter tous les dips dès qu'il y en a.
Alors ça va provoquer des dips, hein, il y en aura probablement, il y aura vraiment probablement des mouvements qui vont être provoqués, mais Bitcoin est quand même dans une configuration qui est extrêmement illiquide en ce qui concerne son carnet d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ici, illiquide en ce qui concerne son carnet d'ordre? Ça veut dire que sur le spot, vous avez que 2 millions à peu près de BTC qui sont tout simplement dans le circuit, prêts à être vendus ou achetés sur les exchanges. Donc un dixième de la supply qui est en fait sur le marché, hein, globalement. Ça peut créer bien évidemment un effet multiplicateur, c'est-à-dire que c'est pas parce que je mets $1 sur le marché Bitcoin que la market cap de BTC n'augmente que d'$1. Tout ça dépend bien évidemment du carnet d'ordre. Si jamais j'achète market pour, on va pas dire $1, on va dire 100 millions, si j'achète market pour 100 millions, eh ben, il va falloir que j'aille manger tout ce qui se passe sur 100 millions dans le carnet d'ordre. Donc du coup, vous avez un prix qui a un effet multiplicateur qui lui-même peut augmenter. Cette illiquidité va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est ce qui provoque également la volatilité de Bitcoin, que ça soit à la hausse comme à la baisse. Donc il faut bien comprendre ici que c'est le sentiment global qui se dégage de l'asset qui va bien évidemment ici jouer, et c'est bien évidemment aussi de la manipulation de marché. Donc d'une certaine manière, est-ce que ce sell de news là va permettre à BTC tout simplement d'atteindre les 30K? Donc on continue effectivement sur une structure plus importante qui nous emmènerait à 30K, ou alors est-ce que les bons fondamentaux du moment permettent finalement à BTC de se relever de ce sell de news sur les ETF spot. Encore une fois, pour moi, scénario privilégié, ça reste une descente au 32 jusqu'en mars, mais on reste tout à fait ouvert à l'idée que cet effet multiplicateur, le côté illiquide de Bitcoin, les bons fondamentaux du moment, à savoir encore une fois, le marché ne croit pas tellement Powell, hein, ici, qui dit qu'il ne va pas pivoter en mars, ou en tout cas le marché price à ce stade, de toute façon, un pivot pour le mois de mai. Eh bien on va voir bien évidemment ce qui se met en place. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Une conclusion encore une fois assez longue. Si la conclusion ne vous plaît pas, n'hésitez pas à la passer. Et ne me demandez plus de chapitrer les vidéos, tout simplement parce qu'elles sont déjà chapitrées de fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une analyse technique, une analyse fondamentale et une analyse du sentiment, à savoir la liquidité. C'est pas besoin de les chapitrer, elles sont toutes faites comme ça. Donc du coup, c'est pas la peine en fait, voilà. Et à la fin, il y a une conclusion. Et parfois, je parle longtemps, parfois, je parle un peu moins longtemps. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on a fait 12 minutes de conclusion, donc c'est assez long. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera, allez, sur les voitures. Tiens, on va parler de voitures allemandes. Allez, est-ce que vous êtes plutôt un aficionados du groupe Audi Volkswagen par exemple? Est-ce que vous êtes plutôt un aficionados du groupe Mercedes? Est-ce que vous êtes plutôt un aficionados de BMW? Personnellement, moi c'est BM, il n'y a pas photo, j'ai essayé un peu les trois, et personnellement pour moi c'est vraiment BM qui dame le pion par rapport au côté sportif et luxe en même temps. Je trouve Mercedes un peu trop mou sur les suspensions, je trouve Audi un peu trop tape-cul, et je trouve que BM c'est finalement le bon compromis, notamment dans ces versions un petit peu musclées, un petit peu sportives. Je vous laisse à tous le choix de votre voiture allemande de rêve, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.